Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que vous avez vécu dans un monde de fantômes. Non pas les esprits des morts, mais les fantômes de conversations inexprimées, d'intentions qui n'ont jamais trouvé de voix, de réalités entières qui ont vécu et sont mortes dans l'espace entre deux personnes sans qu'un seul mot ne soit prononcé. On nous apprend depuis la naissance à faire confiance à la parole, à construire nos vies sur l'architecture du langage. Nous confessons l'amour avec des mots, nous déclarons la guerre avec des mots, nous négocions la paix avec des mots. Mais si c'était là la grande supercherie? Et si les vérités les plus profondes, les plus honnêtes et les plus urgentes de notre existence n'étaient jamais dites? Considérez le paradoxe obsédant de la connexion humaine. Nous sommes plus connectés que jamais par la technologie, et pourtant nous nous sentons plus isolés. Nous avons 1000 façons de parler, mais nous avons oublié comment écouter. Pas avec nos oreilles, mais avec tout notre être. Nous sommes devenus des maîtres du monologue, jouant pour un public d'un seul, piégés dans la chambre d'écho de nos propres angoisses et désirs. Nous sommes tellement consumés par la terreur de savoir quoi dire ensuite, tellement obsédés par l'élaboration de la phrase parfaite pour impressionner, persuader, conquérir, que nous sommes devenus sourds à la symphonie de la vérité qui se joue juste devant nous. Nous écoutons le script, mais nous manquons la performance. Imaginez un homme et une femme assis l'un en face de l'autre. Ils parlent, tissent un récit, présentent la version soigneusement choisie de lui-même qu'il veut qu'elle voie. Et elle hoche la tête, sourit, offrant les signaux verbaux d'engagement appropriés. En surface, c'est un succès. Une connexion se forge. Mais regardez de plus près. Regardez au-delà du rideau des mots. Pendant que sa bouche dit « c'est tellement intéressant », observez ses doigts. Voyez comment il trace le bord de son verre, une caresse lente, répétitive, presque inconsciente. Une énergie étrange, un frémissement de sentiments inexprimés, est canalisé dans ce simple mouvement circulaire. Alors qu'il s'inquiète de la prochaine histoire à raconter, sa respiration s'approfondit pendant une fraction de seconde, une lueur si subtile qu'elle est presque imperceptible. Quand il soutient son regard, elle y répond avec une intensité qui semble plus lourde que l'air dans la pièce, puis, juste au moment où l'instant menace de s'enflammer, ses yeux tombent. Non par timidité, mais dans une sorte d'abandon à une force qu'il n'a même pas remarquée. Il rate tout. Perdu dans le bruit de son propre esprit, il est aveugle au fait que son corps mène une conversation secrète et honnête avec lui. Son corps lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Il parle une langue bien plus ancienne que la syntaxe, un dialecte primal d'instinct et d'impulsion qui ne peut mentir. C'est le langage du désir, de la vulnérabilité, du vouloir brut et non filtré de l'âme. Elle ne s'approchera pas pour dire « je te veux, maintenant ». La civilisation a construit une cage de bienséance autour de cette impulsion. Mais l'animal à l'intérieur ne meurt pas. Il apprend simplement à communiquer à travers les barreaux de la cage. Le désir ne disparaît pas. Il fuit. Il suinte à travers les fissures de son sang-froid sous forme de micro-indices, de micro-mouvements, de fantômes d'un contact sur sa propre peau. Et si chaque rejet que vous avez connu n'était pas un rejet de vos mots, mais un cri silencieux de frustration parce que vous ne pouviez pas entendre sa astérisque vraie astérisque voix? Et si les connexions qui vous ont glissé entre les doigts l'ont fait non pas parce que vous avez dit la mauvaise chose, mais parce que vous étiez complètement absent de la véritable conversation physique qui se déroulait? Quel est le coût de cette surdité? C'est une vie à moitié vécue. Un monde de sens riche, terrifiant et magnifique rendu invisible. C'est la tragédie d'un homme qui meurt de soif au milieu d'une rivière, parce qu'on lui a seulement appris à chercher l'eau dans une tasse. Ce ne sont pas des astuces. Ce n'est pas un jeu. C'est l'alphabet fondamental de la nature humaine, des signaux émis par une partie du cerveau plus ancienne que la civilisation elle-même. Elle ne peut pas les simuler. Elle ne peut pas les arrêter. Et une fois que vous apprenez à les voir, à les ressentir, vous ne pouvez plus jamais les ignorer. Vous commencerez à percevoir le monde dans une nouvelle dimension. Les fictions polies de la société commenceront à paraître minces, transparentes, et vous verrez les vérités brûlantes et primales qui bougent en dessous. Vous aurez l'impression d'entrer dans son esprit, car pour la première fois, vous n'écouterez pas ces mots. Vous l'écouterez. Astérisque et l'astérisque. Alors, commençons par l'une des transmissions les plus enivrantes, et pourtant les plus souvent manquées, qu'une femme peut envoyer. Un signal qui est à la fois dévastateur d'innocence et chargé d'une chaleur silencieuse et frémissante. L'énergie entre vous à un bourdonnement lent, comme l'air avant un orage. Le bavardage poli s'est calmé, et un autre type de communication commence. C'est ici que vous devez observer ses mains. Pour l'œil non averti, ce qu'elle fait ensuite n'est rien. Une habitude nerveuse, un simple tic. Mais pour l'homme qui sait, c'est une confession. Elle prend son collier, la chaîne fraîche contre sa peau, et commence à le faire rouler entre son pouce et son index. Peut-être tient-elle un stylo, et au lieu d'écrire, elle le retourne encore et encore, hypnotisée par le mouvement. Ou elle trace la condensation sur son verre, son doigt laissant une lente traînée humide. C'est un déplacement. Lorsque l'attirance monte, le corps génère une énergie qui n'a nulle part où aller. Dans un lieu public, une première conversation, elle est socialement contenue. Son esprit conscient, le gardien de son comportement, dit « je dois ». Chloé, eka fait des haines,
Feels the familiarsten of comparison as she scrolls through social media. كنفصلت her for and more her frustrations nog half of her life كيرا. She wishes for a headroll book to navigate these pressures. Mark, however, offers a different kind of kids, rooted in stoicism. He explains that life scholars const have been but resilience, and that feels like anxiety on to process but temporary reaction. He teaches her to focus on what she can control, her effort and her mindset, rather than external outcomes like social media comparisons or the fine judgment of a work project. And with this new perspective, Chloe has to acknowledge her emotions without letting them dictate her action. She begins to see challenges not as failures, but as opportunities to practice her newfound mental fortitude, ultimately finding a sense of peace by mastering her inner world, regardless of the chaos outside. Gardez le contrôle. Mais son corps, réceptacle de vérités plus anciennes, murmure « Je veux y renoncer ». Ce conflit crée une tension qui doit être libérée, et ses mains en deviennent les conduits. L'énergie s'écoule vers une issue sûre et socialement acceptable, un objet. Ce mouvement ne concerne pas l'objet. Il vous concerne, vous. Elle ne vérifie pas son téléphone, ni ne croise les bras pour se fermer. Ses mains sont occupées, mais son attention, tout son être, reste fixé sur vous. Elle canalise sans le savoir l'impulsion physique qu'elle ressent envers vous dans la chose inanimée entre ses mains. L'exemple le plus cliché existe pour une raison, enrouler ses cheveux. Lorsqu'elle enroule une mèche autour de son doigt, sentant la texture, la laissant glisser, elle s'engage dans un acte sensuel déguisé en habitude inoffensive. Le mouvement imite le toucher. Il est réconfortant, apaisant et subtilement érotique à la fois. C'est son corps qui répète une intimité que son esprit n'a pas encore approuvée. Ici, l'homme moyen commet une erreur fatale. Il voit le tic et, dans une tentative d'être malin ou de briser la tension qu'il ne peut gérer, il le signale. Pourquoi gigotes-tu? Ou nerveuse, n'est-ce pas? Au moment où vous le nommez, vous le brisez. Vous la sortez de cette transe sublime et subconsciente pour la jeter dans la lumière crue de la conscience de soi. La magie se dissipe, le canal se ferme. L'homme qui comprend, cependant, protège l'instant. Il voit ses doigts danser sur le bord du verre, laisse son regard descendre une fraction de seconde en guise de reconnaissance, puis rencontre à nouveau son regard, peut-être en laissant sa voix devenir plus calme, plus lente. Il nourrit l'instant de silence. Il laisse la tension respirer, s'étendre et remplir l'espace entre eux. Plus vous la laissez dans cette boucle physique de contact et de concentration, plus l'énergie monte en elle, jusqu'à ce que son propre esprit commence à se demander pourquoi elle se sent ainsi, et pourquoi c'est seulement avec vous. Lorsque vous finissez par combler cette distance, lorsque vous décidez de la toucher, elle a déjà été réchauffée par son propre corps pendant des minutes. Dans son esprit, cela ne semble pas être un geste que vous avez fait trop tôt. Cela ressemble à une libération inévitable qu'elle ne pouvait plus retenir. Puis, il y a la conversation qui se déroule en l'absence de mots, dans l'espace chargé entre vos yeux. Vous lui parlez, peut-être dans un bar bondé où le bruit s'estompe en un murmure lointain. Ses yeux trouvent les vôtres, et elle soutient le regard. 1 seconde. 2. La norme sociale est rompue. 3 secondes passent, et l'air entre vous semble épais, électrique. Juste au moment où l'intensité devient presque insupportable, elle baisse les yeux. Pour l'observateur occasionnel, c'est un regard vers le bas, un moment de réflexion. Mais pour un homme qui comprend le langage de l'attraction, c'est une fusée de détresse tirée dans le ciel nocturne. Cet échange est primal, aussi vieux que la cour humaine. Dans le monde brut de l'instinct, un contact visuel prolongé et ininterrompu est une démonstration de domination, un défi. Être le premier à détourner le regard est un acte de soumission. Mais dans la danse nuancée du désir humain, cette soumission n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. En croisant votre regard, elle dit « Je te vois. Je sens ta présence ». En détournant le regard, elle dit « Et j'accepte que tu m'aimes ». Ce n'est pas le regard détourné de la timidité ou de l'intimidation. Il s'agit de gérer la chaleur. Ce regard vers le bas est sa façon de couper le circuit juste assez longtemps pour ne pas fondre complètement devant vous. Parfois, il est accompagné du fantôme d'un sourire jouant sur ses lèvres, comme si elle cachait une pensée secrète. Parfois, elle se mord la lèvre, une lueur d'impulsion inconsciente. Et parfois, elle regardera vers le bas, puis lentement, délibérément, laissera ses yeux remonter vers les vôtres, comme pour vérifier si vous êtes toujours là, si la connexion est toujours réelle. La plupart des hommes échouent ici. Ils ressentent cette montée d'intensité et reculent, détournant le regard trop tôt parce que l'intimité est trop brute, trop réelle. Ou pire, ils étouffent le feu avec une blague maladroite pour dissiper la tension. L'homme qui gagne reste là, dans les flammes. Il soutient son regard, calme, stable, laissant le silence parler. Il ne tressaille pas. Il ne se précipite pas pour combler le vide avec des mots. Il tient, tout simplement. Et voici le subtil changement de pouvoir. Vous décidez quand le moment est libéré. Pas instantanément, pas agressivement, mais juste un temps après qu'elle a détourné le regard.
Vous lui faites sentir que c'est vous qui étiez à l'aise dans ce feu, celui qui a doucement laissé partir le moment, pas celui qui l'a fui. En soutenant son regard cette fraction de seconde supplémentaire, vous plantez une graine dans son esprit. Astérisque, il peut gérer ça. Il n'a pas peur de cette intensité. Astérisque, s'il peut me tenir comme ça avec juste ses yeux, que peut-il faire d'autre? Je me souviens d'être assis dans un speakeasy, tranquille avec une femme que je venais de rencontrer. Au milieu d'un rire, elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Le bruit du bar, le tintement des verres, la musique lointaine, tout a disparu. Il n'y avait que cette attraction constante et magnétique. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je suis juste resté avec elle dans cet espace. Après ce qui a semblé une éternité compressée en 4 secondes, elle a baissé les yeux vers son verre, a touché le bord du verre, et un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Ce sourire n'était pas pour l'histoire que nous venions de raconter. C'était pour l'histoire qui venait de se passer entre nous sans un seul mot. Le contact sur son propre cou. Les yeux qui se verrouillent puis tombent. Le jeu agité et secret de ses doigts. Le changement subtil dans le rythme de sa respiration. La façon dont elle se penche dans votre espace quand elle n'y est pas obligée. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des bizarreries. C'est la nature qui parle dans la langue la plus ancienne et la plus honnête de la Terre. Une fois que vous apprenez à lire cette langue, vous arrêtez de deviner. Vous arrêtez de vous demander. Son corps vous dit tout bien avant que ses mots ne le puissent. La plupart des hommes passeront leur vie à manquer ces signaux, tuant l'attention avant qu'elle n'ait une chance de s'épanouir, et se demandant pourquoi la connexion semble toujours juste hors de portée. Mais l'homme qui maîtrise cela, qui apprend à écouter le silence, il crée des moments qu'elle rejouera dans son esprit encore et encore. Car une fois que vous pourrez vraiment entendre ce qu'elle dit quand elle ne dit rien du tout, vous comprendrez enfin la conversation que vous étiez censé avoir depuis le début.